Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Très heureuse de vous retrouver au programme de ce numéro 128. On va évidemment parler du très matinal Grand Prix, le 18e de la saison, le Grand Prix de Phillip Island en Australie. Pour parler de ce GP cette semaine, Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Ophélie, bonsoir à tous. Et on retrouve pour nous accompagner Stéphane. Comment tu vas Stéphane ? Ça va très bien et vous ? Bonjour à tout le monde. Ça va super, merci. Ça va. On commence comme d'habitude avec le gagnant de notre jeu. Cette semaine, c'est Steve qui va recevoir des goodies maison de C'est qui en pôle. Personne n'avait trouvé Martine en pôle, donc c'était un petit tirage au sort pour une fois. Bref, si vous voulez crâner avec des dessous de verre et des stickers de la maison, venez participer sur Twitter à notre concours, c'est chaque week-end de course. Tout de suite, on passe aux news qui sont assez pas folichonnes cette semaine puisqu'il se passe pas grand-chose. Les news importantes se trouvent plutôt du côté du World Superbike avec la venue de Baldassari au GMT 94. Il monte donc en 2023 en Superbike avec une Yamaha R1 de dernière génération. Ils auront le soutien de Yamaha Motor Europe et Baldassari sera donc le pilote officiel du team. On retrouve également un Français qui mérite sa place en mondial, c'est Debise qui passe en Supersport 600. Qu'est-ce que vous pensez de la montée de Debise en mondial, les garçons ? Moi, je trouve que c'est normal, mérité. Et on se posait la question pourquoi il n'était pas monté cette année plutôt que l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est parce que le GMT voulait lui laisser une année pour faire le double FSBK 600 et 1000 ? Point d'interrogation. Ouais, je me suis posé la même question. Voilà. Mais quand tu vois les résultats, pardon, je te coupe, quand tu vois ces résultats, ça manquait de respect à tous les autres pilotes. Il fait mieux que Verdoya sur les quelques courses où il était là, de bise. Il est dans les roues de Cluzel. Il fait mieux que Caricasulo, même quand il était de son début de saison au GMT. Il fait un peu mieux que Perolari, qui est un des premiers pilotes. Je trouve que le peu de courses qu'il a fait de bise, si on enlève les courses où il était chat noir, où il a été percuté, les courses où il était sur ses roues, je trouve qu'il n'était pas du tout ridicule. Et je trouve que c'est très mérité pour lui de le voir en super sport. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, quand tu le vois rouler, tu te demandes ce qu'il fait là. À part les trois pilotes avec qui il était souvent à la bagarre, pour moi, il a sa place au mondial, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Olivier, tu vas rajouter quelque chose sur la montée de Debise ? Non, c'est une bonne nouvelle, d'autant que il a déjà 30 piges, je suis en train de vérifier ça. Il est de 92 février. Oui, il a 31 ou 32, oui. Et donc c'est bien pour lui, voilà, d'accéder à un âge relativement avancé, parce que c'est vrai qu'en Superbike, ils sont peut-être moins jeunes qu'en Moto 3, évidemment, et dans d'autres catégories, mais ouais, c'est chouette, et c'est amplement mérité, rien de plus à ajouter que vous là-dessus, quoi. Clairement. J'aimerais juste parler de Baldassari 2 secondes. Alors, j'ai trouvé ce choix un peu étrange, pour rien vous cacher, parce que normalement le GMT c'était ces dernières années en Superbike, c'était faire rouler des Français, promouvoir la filière française avec leur wildcard, et c'est vrai que on peut s'interroger sur le choix de l'Italien, surtout qu'il monte du 600 au 1000. Pourquoi n'ont-ils pas pris quelqu'un qui était déjà en 1000, qui connaissait déjà un peu les motos, la catégorie ? Je trouve que c'est un risque. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais c'est peut-être qu'ils avaient pas d'autre choix. Après, c'est... Après, cette Yamaha, je suis d'accord, qui a placé quelqu'un, et puis ils ont donné des stickers Spata, mais voilà, c'est point de vue sportif, disons que ça va un peu à l'encontre de ce que faisait la le logique, GMT, oui. du GMT. Oui, c'est pas complètement faux. Après, oui, bon, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, moi non plus, je pense que Stéphane, t'es le plus au point sur les mouvements, sur cette catégorie, dans cette catégorie. Donc... Bon, voilà. C'est une certitude. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire. À part, j'espère juste qu'il fera des meilleurs résultats dans cette catégorie que ce qu'il a pu faire en moto 2, moto 3, parce que bon, c'est pas
si t'as un pilote à aller chercher, moi, c'est pas celui auquel j'aurais pensé, mais. Non, moi non plus. Après, les seconds en super sport, mais moi, j'aurais plutôt pensé qu'ils auraient pris quelqu'un du 1000. Bah ouais, Ou peut-être un Lucas Mayas qui est, Ouais. je sais pas s'il va rester l'année prochaine chez Puccetti. Vu ses résultats, c'est quand même un bon pilote. On aurait pu se dire pourquoi ils auraient pas pris un autre français. Enfin, voilà. Bon, après, je pense que Yamaha ont dû dire à Guyot, si tu veux monter en 1000 et si tu veux avoir une bonne moto, tu mets tel pilote. Bon, dans tous les cas, on verra ce que ça donne l'année prochaine. On verra ce que ça donne. Faut être patient et, Ouais, en et attendre les espérant qu'ils résultats. Puis en espérant qu'ils aient un peu plus de chance que cette saison. Ouais, c'est clair. Ouais. Faut qu'ils aillent se faire marabouter pour enlever le chat noir pour l'année Ouais. prochaine, quoi. C'est clair. On Il espère pour devrait eux, en appeler tout le cas. frère Pogba. Il a l'air de s'y connaître en marabout. En marabout. Ah, désolé pour cette ref au foot, hein, c'est honteux. Enfin, au Ouais. foot, aux à côté du foot plutôt. Et à noter aussi en Mondial Superbike le forfait de Christophe Ponson pour la fin de sa saison. Voilà, on sait qu'il avait chuté au mois de juin, il avait essayé de revenir, c'était un peu plus compliqué pour lui niveau physique. Il avait pas non plus le matériel adéquat pour faire mieux que des 20e places. Et du coup, il a décidé de terminer sa saison. Et au vu du communiqué de presse, on espère que c'est pas toute l'aventure du Gilles Motorsport qui va s'arrêter cette année. Voilà. Merci pour ces infos, Stéphane. Oui, côté news, on a aussi l'entrée au Wall of Fame de Hugh Anderson. Pour le petit point historique, Anderson, il est entré en GP dans les catégories 500 et 300 en 1960, donc ça date pas d'aujourd'hui. Puis en 250 en 1961 et en 50 en 62. Il est devenu d'ailleurs vainqueur en 50 et en 125 en 62, donc un petit palmarès pour le monsieur quand même. Et en 1963, il a participé en 125 et en 50. Il est encore devenu champion du monde des deux catégories, la même année. Il a ensuite conservé le titre de champion 50 en 64 pour en faire des titres consécutifs. Et il a terminé 3e dans la lutte pour le titre 125. Donc, il avait quand même, en plus de ça, une vitesse assez impressionnante pour l'époque. Et en 1965, il a retrouvé la couronne en 125 et il a terminé 3e de la catégorie 50. Il a pris sa retraite en 66 après avoir remporté 25 victoires en Grand Prix, 4 titres en seulement 6 ans. Et donc, il a largement sa place au mur des légendes. C'était le petit point historique pour les personnes qui connaissent pas ce pilote. Et sur un ton un peu moins joyeux dans les news, on a appris dernièrement le décès de Victor Steeman en Super Sport 300. Donc encore une fois dans une petite catégorie qui fait pas de cadeau aux pilotes. Donc toute l'équipe de Seki en pôle envoie leur pensée à la famille de ce pilote. Absolument. On va passer au résumé de la Moto 3. Alors Olivier, une course qui s'est révélée plutôt déterminante pour le championnat, tu peux nous en parler ? Ouais, et Guevara, il pouvait être champion en cas, alors soit de victoire, soit, tenez-vous bien, s'il marquait 2 points de plus que Foggia, et s'il ne laissait pas plus de 6 points à Garcia et 20 à Sasaki. Alors, il a choisi son camp, vous allez voir. En Q1, c'est McPhee, Munoz et Tatai qui passent donc en Q2, et en Q2, c'est Sasaki qui claque la pole, la 3e pole de la saison pour lui. Garcia est 2e, Ortola se qualifie 3e, et le leader Guevara, du coup, se qualifie que 7e, entre guillemets, Félon est 22e. En tout cas, on a eu droit à une très belle course, et ça a commencé même dès le départ avec des bagarres de dératés sur les premiers tours. Au casting de ces bagarres, on a Garcia, Morera, Sasaki, Nepa, Honju, Guevara et Munoz. Je vous fais pas la liste des passes d'armes parce que ce serait trop compliqué à suivre. En tout cas, au deuxième tour, on a Morera qui mène la course, suivi par Sasaki et Garcia. Honju et Hort sont dans le groupe des leaders. Guevara est à quelques mètres derrière avec Munoz. Ils sont à 5 de front au premier virage, c'est Maboul. Olgado se bourre au tour 3 et les jeunes Maboul vont pas mieux. Masterclass de Guevara avec un externe d'anthologie, mais ça suffira pas pour garder la tête. C'est son coéquipier Garcia qui prend la tête, en tout cas pour l'instant, parce que Guevara il va finir par réussir à reprendre la tête à 14 tours d'arrivée, repris quelques instants plus tard par Garcia, le même. Sasaki et Honju, eux, suivent le train d'enfer, et un peu plus loin, là on a Kelso, McPhee, Nepa, Morera, Foggia et Munoz, qui sont à environ 3 secondes derrière.
Encore une fois, je vous fais pas tous les tours parce que sinon on va pas s'en sortir, hein, vous le savez, en Moto 3 ça bouge beaucoup et ça se bagarre à beaucoup beau aussi. Mais à 9 tours en tout cas, on a Sasaki qui reprend les commandes, suivi par Guevara, mais Garcia lui reprend une énième fois la tête. À 5 tours de l'arrivée, grosse bagarre fratricide entre les coéquipiers Garcia et Guevara. On frôle la catastrophe d'ailleurs, avec Sasaki et Honju. Ces 4-là sont toujours aussi déchaînés. Et puis finalement, comme d'habitude en Moto 3 aussi, tout se joue dans le dernier tour. Et c'est Guevara qui gagne finalement. Honju est deuxième, belle deuxième place. Et Garcia complète le podium. Et avec cette victoire, donc Guevara, il a choisi le panache, hein, parce que il aurait pu faire des calculs de savant, mais non. Il s'est dit, soit je gagne, soit je fais un calcul de savant et je suis champion du monde. Je vais gagner. Ce sera plus simple. Voilà, donc il est officiellement titré champion du monde Moto 3. Ça donne au classement championnat, donc Guevara champion avec 290 points, Garcia est deuxième avec 225 points et Foggia est troisième avec 223 points. Il y aura encore une petite bagarre pour le reste du podium. Et Félon est toujours 25e avec toujours 11 points. Voilà, j'ai fait très vite sur ce résumé de course parce que c'était pas évident de trouver le bon angle d'attaque, hein, pour parler de cette course. Il y en avait déjà un peu partout. Il y en avait partout, tout le temps. Chaque virage, en gros, il y avait une info. Donc, on pouvait pas tout dire, évidemment. Belle course, en tout cas, une course pure Moto 3. Guevara, qui mérite amplement son titre de champion du monde Moto 3. Là, il nous l'a encore montré. Ouais, merci Olivier, parce que c'est un résumé... Comme tu dis, il y a eu plein d'infos. Là, tu nous as fait une Guevara, t'es allé droit au but, donc oui, c'est pas mal. T'es resté dans le thème du week-end, quoi. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'était cette course, tu savais plus où donner de la tête. À un moment donné, t'es là. Donc attends, Garcia, il est là, Guevara, il est là. Il se passe quoi? Enfin, pour moi, c'était impossible de prendre des notes pour faire un résumé de course. Hein. Ouais, c'est clair. Ou alors le résumé, c'était l'épisode en lui-même, il durait 1 heure, quoi. Voilà. Mais après, c'était franchement, enfin pour moi, c'est un titre qui est tellement mérité pour Guevara, qui a fait une saison qui était vraiment impressionnante. Et en plus de ça, il a pas fait les choses à moitié parce que là, comme tu disais, il aurait pu faire l'apothicaire et rester dans les points. Là, il s'est dit, allez, c'est bon, j'y vais, je m'en fous, je vais à la bataille et puis je vais la prendre cette victoire pour avoir le titre. Donc moi je trouve que c'est une belle victoire, c'est un beau titre et c'est un pilote qu'il va falloir pour moi c'est un pilote qu'il va falloir suivre parce qu'il y a un gros potentiel. Et voilà, donc à voir ce qu'il va donner l'année prochaine en Moto 2. Ouais, c'est génial parce qu'on voit qu'ils s'éclatent tous sur circuit, hein. Mais dans les autres catégories ça va être pareil, sauf pour un ou deux. Les mecs ils sont vraiment éclatés au sens propre du terme. Ouais, non, c'est vrai. Soit ils sont éclatés sur la piste, soit ils sont éclatés en dehors. Mais on sent bien qu'ils aiment bien ce circuit. Il y a de quoi, hein, parce que c'est magnifique avec les grands virages à balle en fond de 4 ou même en 5. C'est vraiment chouette à regarder et eux ont l'air de s'amuser. Mais l'avantage des circuits où t'as très peu de lignes droites, finalement, où t'as beaucoup de virages un peu rapides, c'est vrai que les pilotes, ils peuvent plus se bagarrer que des circuits où t'as des lignes droites qui font 10 km, où ça se joue qu'au moteur. T'inquiète pas, il y a la Malaisie. Il y a la Malaisie. Là, on pourra s'ennuyer en Malaisie, je suis d'accord. Voilà. Enfin, ça va, pour une fois, on va pas se lever à 5h du matin. Et encore, non. Je dis ça, les courses, c'était après 2 heures en Moto 3. Donc, ouais. Et je pense qu'on peut dire un petit mot sur Honju aussi, qui pour une fois ne finit pas à la place du con. Et j'ai fortement pensé à toi, Olivier, quand je l'ai vu gagner, parce que moi c'est un pilote que j'adore, mais j'ai vraiment pensé à toi en me disant enfin un petit podium, quoi. Ouais, enfin un résultat mérité après une petite passe relativement compliquée, hein, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de résultats. Il y a eu beaucoup de chance. Il est aussi, oui, sans doute, hein, parce que sans doute, en Moto 3, il y a une part de chance, hein, c'est évident. Après sa mauvaise chute au warm-up au dernier GP, non, c'était au Japon, pardon. C'était pas au dernier, c'était au Japon. Enfin bref, j'en sentais qu'il traversait un coup de moins bien, et puis là, il s'est retrouvé en tête, il s'est bagarré comme un dératé aussi, lui, donc... en tout cas, moi je suis content de le revoir à ce niveau-là. Ouais, moi aussi, mais comme tu dis, au Japon c'était moins bien. Il a fini 15e et en Thaïlande c'était 17e place. Donc ça fait du bien de le voir revenir aux avant-postes aussi, parce que sur les quelques dernières courses, il finissait à 3e ou 4e. Donc, absolument. Puis il est pas placé, c'est pas déconnant, son classement, il est 5e au championnat, derrière Sasaki, Foggia, Garcia et Guevara. Donc
Franchement, pour moi, il fait une belle saison aussi, et c'est quand même à noter parce que c'est pas forcément pour moi un pilote, même si c'est un pilote que j'apprécie, sur lequel j'aurais parié en début de saison. Tu vois. Non, c'est clair. Après, il connaît la catégorie là, depuis un petit moment, donc bon, il faut qu'il prouve. Et c'est vrai que si tu comptes pas sur ce genre de pilote, tu parlais du classement général. Bah, ce qu'on peut dire aussi, c'est est-ce que Guevara maintenant va faire l'adjoint de Garcia pour que Gas fasse 1 et 2, puisqu'on voit que au général, Garcia il est que à 2 points, enfin il a 2 points de plus que Foggia, et il a un peu moins de 20 points de Sasaki, donc il reste 50 points à distribuer. Donc est-ce que Gas va dire à Guevara, bon maintenant t'es champion, on aimerait avoir le 1-2, donc est-ce que tu relances la polémique des ça, on peut commencer à en parler dans toutes les catégories. Je dis, est-ce qu'il va tirer Garcia peut-être sur une qualif, est-ce qu'il va dire à Garcia, allez tu prends ma roue, et puis dans le dernier virage, allez Moi, je pense pas. Ouais, c'est pas ce qu'ils font depuis le début de la saison. Et moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient une. Ouais, après, là, c'est toujours. De fin. Attention, ouais, c'est là, ça. Là, il est titré. Maintenant, il y a plus rien. Enfin, là, il est titré. Ça y est. Donc, il y a plus le spectre du titre. Ah, mais je pense qu'à ce niveau-là, s'ils peuvent gagner une course de plus. Je sais pas, parce que mais ton team te dit, attends, on peut faire le doublé. C'est quand même pas mal. Mais moi, je pense vraiment qu'ils s'en foutent et qu'ils sont juste. C'est des gamins qui règlent le parquet, à mon avis. Franchement, quand tu peux finir ta saison avec que des victoires alors que tu viens d'avoir le titre, enfin, tu le fais, tu cherches pas. C'est toujours pareil. Marquez, il s'était pas arrêté. T'as un employeur et ton employeur, il peut te dire. Oui, c'est vrai aussi. On en parlera. C'est parlera. important qu'on fasse 1 et 2. La question, c'est est-ce que l'employeur préfère que Guevara enchaîne les victoires, le laisse tranquille pour enchaîner, ou préfère risquer les consignes pour faire le doublé alors que Garcia peut toujours se viander. Moi, en vrai, je serais employeur, je dirais, moi, je veux que mon team Gaz, là, je suis employeur, je suis Aspar, bah, moi, je veux que mes 2 pilotes soient 1 et 2. Oui, évidemment, mais comme Guevara t'es titré, maintenant, tu dis à Garcia qu'il prenne ta roue, enfin, tu vois, tu peux un peu. Je pense que si ça se jouait avec plus de marge que ça, il y aura peut-être, on fait de la spéculation là, mais s'il y avait plus de marge que 2 points, il se serait peut-être posé la question. Là, j'en doute. Bon, en tout cas, mais c'est pas déconnant comme réflexion. Enfin, je dis pas que c'est déconnant. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, pour le vice-champion, ce qui est bien, c'est que c'est pas joué, et du coup, il y a encore un enjeu sur les prochaines courses. Oui, c'est clair. Ah bah même le podium, hein. Je crois que c'est le 4e, il est à combien? Il est vraiment pas loin. Hein. Il est pas loin non plus, je crois. Hein. Non, il y a 207, ça fait Sasaki 207 points. Il y a 16 points d'écart entre Foggia et Sasaki et 2 points entre Foggia et Garcia. Donc tu vois, c'est pas. Non, c'est pas, le podium n'est pas joué. Il n'est pas joué, le podium. C'est clair. Et si Foggia arrive à rester sur ses roues, il peut venir le couteau entre les dents pour la 2e place. Donc. Ouais. Donc c'est cool, ça laisse encore un peu d'intérêt à la catégorie. Ouais, c'est ça. Bon, après, la catégorie Moto 3, de toute façon, même sans ça, elle a de l'intérêt. Mais quand même, on peut noter aussi, en parlant de Gascas, que c'est le 3e manufacturier à gagner en Moto 3 après Bultaco et Derby. Et c'est le premier à ne pas être une Honda ou une KTM à gagner en Moto 3. Donc c'est quand même à noter, parce que c'est une belle perf. C'est une belle perf pour Gascas, quoi. Et puis ils sont 2 devant, quoi. Enfin... Ouais, c'est clair. Cette année, ils sont venus, ils ont dit allez, on vient, on prend tout, et puis vous faites ce que vous voulez avec les miettes, quoi. Et c'est d'autant plus fort que la Léopard, elle était encore une fois cette saison vraiment bonne. Comme à peu près à toutes les saisons, la Léopard marche très bien. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est d'autant plus notable, ouais. Je trouve. Et alors, je voulais dire un mot de Munoz, parce que le pauvre Munoz, on l'a pas trop vu. On l'a pas trop vu. Enfin, le pauvre. Il nous habituait à mieux, voilà. Désolé, maintenant on s'habitue au luxe, forcément, très vite. Et donc là, il finit 11e. Et il prend quand même 5 points, voilà, mais il finit que 11e. Voilà. C'est pas terrible pour un rookie 11e. Après, c'est vrai que le groupe de tête, là, les 4-5, ils sont partis, et eux, ils sont bagarrés entre eux, mais derrière, tu vois qu'il y avait quand même une différence de niveau. Ouais. Mais ils étaient sur une autre planète, de toute façon, les pilotes en tête ce week-end. De toute façon, que ce soit toutes les catégories, j'ai l'impression que les pilotes de tête étaient tous, ils faisaient leur course, et derrière, c'était démerdez-vous, quoi. C'est clair. Il y avait ouais, absolument. Pas mieux.
Mais du coup, en parlant de course avec des pilotes qui prennent la tête, on va pouvoir passer sur la Moto 2. Moto 2 avec qui on a retrouvé en Q1 Gonzalez, Dalla Porta et Vietti. Mon pauvre Vietti qui fait une seconde partie de saison catastrophique. Et en Q2, Aldeguer, Fernandez et Lopez. Retenez bien le dernier nom parce que vous allez en entendre parler toute la course. Donc c'est une fusée qui s'élance de la grille de départ en la personne d'Alonso Lopez qui prend la tête de la course. Il est suivi d'Arbolino, d'Acosta et d'Aldeguer et Fernandez. Dès le premier tour, il prend 7 dixièmes d'avance sur les pilotes derrière lui et il va devoir effectuer l'exercice du long lap en course, sanction qui lui est due à l'accident qu'il a causé avec Vietti en FP1. Sauf qu'il est pas là pour faire de la figuration. Il nous fait une démonstration de long lap magistrale puisqu'il rentre dans le long lap et il a même pas le temps. Les pilotes ont même pas le temps derrière de revenir sur lui, qu'il est déjà sorti et qu'il leur remet une avance considérable. Et derrière, ça leur laisse le temps aux pilotes de jouer comme d'habitude aux chaises musicales entre Aldeguer, Arbolino, Fernandez et Acosta. Et comme en Moto 3, je vais pas décrire tous les dépassements parce que ça faisait que ça entre les 4 pilotes. Ça n'arrêtait pas jusqu'à ce qu'Arbolino prenne la seconde place. Et durant cette bagarre, on assiste à une scène complètement surréaliste. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est monnaie courante cette saison dans la catégorie, avec la chute de Navarro et Corsi, avec Corsi qui vient faucher Navarro, qui lui roule allègrement sur le dos. Et on observe donc cette scène complètement surréaliste, comme je disais, de Navarro assis en bord de piste, avec les marshals autour et juste une petite caisse médicale pour le protéger, mais à côté de ça, pas de drapeau jaune, pas de drapeau rouge, alors que les motos passent à 150 mètres de lui. Donc, heureusement pour lui, il a été évacué en civière, mais c'est encore une fois une scène dont on se passe dans cette catégorie. Et pour en revenir à la course, on assiste à une autre chute importante, c'est la chute d'Arbolino au 8e tour de la course dans le virage 8. Arbolino, le dernier vainqueur en date, perd donc la 2e place du classement et laisse la place à Acosta qui vient de s'engouffrer pour le podium. Concernant les acteurs du championnat, on a Ayogura qui était parti de la 13e place, qui remonte de quelques places, qui perdra assez vite. Il reste bloqué un certain temps derrière Roberts. Il termine, lui, à la 11e place. Pas un résultat attendu pour le pilote, mais un résultat important vu les événements en course, puisqu'on retrouve Lopez qui mène sa course tout seul. On ne voit que lui, de toute façon, qui met un boulevard aux autres pilotes. Et c'est derrière que le spectacle a lieu, puisque les dépassements se font entre Acosta et Fernandez. Donc les deux coéquipiers qui se tirent la bourre, au point que Fernandez perd ses roues et chute 10 tours avant la fin. C'est une erreur qui lui coûtera cher au championnat, puisqu'il laisse donc l'avantage des points à Ayogura. Et c'est évidemment, comme on s'en doute, Lopez qui passe la ligne d'arrivée en tête, suivi d'Acosta et Dixon qui profite de la chute de Fernandez pour lui venir grappiller un podium. Chose importante à noter, c'est que c'est le 4e podium de Lopez et d'Acosta en Moto 2. Côté classement en championnat, c'est Ogura qui prend la tête. Merci Fernandez pour la chute avec 242 points. Fernandez avec 238 points et demi. Et Canet avec 192 points. Et bien loin l'ancien leader du championnat, Vietti, avec 165 points. On notera quand même la course exceptionnelle et complètement stratosphérique de Lopez qui, on le rappelle encore une fois, n'est arrivé dans la catégorie Moto 2 sans passer par la Moto 3 au Mans pour remplacer Fenati et qui, depuis son arrivée, soit fait un résultat blanc, soit finit dans le top 10. Un genre de... Pardon. C'est un genre de Munoz de la Moto 2. Ouais, non, c'est clair. Enfin, vraiment, c'est son 4e podium en quoi, 12 courses, du coup. Enfin, lui, il gagne. La différence, c'est que lui gagne. Et Munoz n'a pas encore gagné. Mais oui, c'est complètement ouf, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment le pilote. On verra ce que ça donnera l'année prochaine, parce qu'évidemment, il y aura d'autres pilotes qui arrivent aussi. On pense à Guevara. Mais ça va être important de le suivre. Ça va être important de le suivre parce qu'il a un potentiel. Bon, et puis ce qui est toujours assez drôle avec ce pilote, c'est que c'est le coéquipier de. Attends, non, je dis d'Aldeguer. Ouais. C'est le coéquipier d'Aldeguer. Oui, c'est ça. J'avais un doute sur le nom. C'est le coéquipier d'Aldeguer qui lui est 16e au championnat
16e au championnat, donc je pense Qui a un que... petit peu plus d'expérience. Ouais, juste un peu plus d'expérience. Et puis quand toi, t'es 16e au championnat, alors que ton coéquipier qui est arrivé 6 courses après le début du championnat à 8e, est-ce que l'ambiance doit pas être folle, folle dans le paddock? Et on peut noter aussi sur cette course la place de Dixon, le podium de Dixon. Au final, c'est un pilote dont on loue pas forcément le talent sur certaines courses, mais il est quand même à son 5e podium depuis le début de la saison. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que c'était important de le noter parce que c'est pas dégueu. Non, et en même temps, je sais plus les attentes parce que c'est passé tellement de choses depuis, mais par rapport à nos attentes dont on avait parlé je vais y arriver aussi, mais voilà, la fatigue, en épisode de pré-saison. Dixon, c'est quand même quelqu'un qu'on attendait un petit peu dans le sens où ça fait un petit moment qu'il est là. Et il fallait qu'il soit un petit peu plus régulier. Alors 5 podiums, c'est bien, mais c'est pas complètement suffisant pour être complètement satisfaisant, je pense. Ah non, c'est sûr, clairement, on s'attendait à mieux, mais moi, je n'avais pas regardé les résultats de Dixon depuis le début de la saison, enfin, je n'avais pas regardé dans leur globalité, et je pensais qu'il n'était pas à autant de podiums. Ouais. Je pensais que c'était plus cata que ça. Après, quand tu regardes le classement, il est 7e, donc Lopez est juste derrière lui à 10 points, un peu moins de 10 points d'écart, donc s'il continue comme ça, Lopez, il va finir devant au championnat, c'est pas... Pour un rookie dans la catégorie, s'il arrive à finir dans le top 6, il y aura de quoi faire. De toute façon, Lopez, je pense que c'est le nom à retenir pour cette saison, quoi. Ouais. Et petit point qui m'a fait doucement rire pendant la Moto 2, c'est la bagarre entre Acosta et Fernandez. Du coup, on en revient encore une fois aux consignes de course. Stéphane, ça va te plaire. Mais Acosta qui a fermé la porte à Fernandez alors que Fernandez joue le championnat, il lui a pas laissé la possibilité de passer et je pense qu'il en avait pas l'envie non plus. Et on a eu le petit mot des commentateurs durant la course qui disait c'est quand même relativement étonnant qu'Acosta laisse pas Fernandez passer alors que lui joue le championnat et pas Acosta. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça fou parce que quand tu connais le parcours d'Acosta et le personnage, c'est évident qu'il allait pas laisser passer Fernandez. Je vois pas dans quel monde parallèle c'était possible que Acosta se dise ok, je laisse ma 2e place pour laisser passer Fernandez. Je pense que le mec a pas envie, quoi. Non. Des fois, après, il y a des team managers, ils s'en souviennent. Ouais, c'est mais vrai. après, quand t'as dans ton team un Fernandez qui fait ce qu'il fait cette année et un Acosta qui est rookie et qui fait ce qu'il fait aussi, je pense que tu peux pas te permettre de dire à Acosta, frère, calme le jeu un peu. C'est vrai aussi. C'est juste, vu ce qu'il a fait pour sa première saison en Moto 3 et ce qu'il fait cette année. Ah non, il fait une belle saison, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Et dernier petit point que je voulais aborder Fernandez était pas obligé de se bourrer. Hein. Il aurait pu rester derrière. Non, enfin, c'est con. Mais il aurait pu rester derrière, dire bon, il veut pas me laisser passer, ok, je suce la roue et puis j'attends qu'il fasse une faute ou moi j'essaie de pas me bourrer parce que je joue le championnat, moi. Ouais, parce qu'en l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'il a fait sur la course. Et il le dit à la fin, quand ils font les débriefs, il dit je sais pas pourquoi je suis tombé. Et qu'ils avaient besoin de voir la télémétrie pour comprendre parce qu'il comprend pas cette chute. Donc c'est dommage. Pour moi, c'est. Après, j'ai pas regardé les déclarations. Je sais pas si on en sait plus depuis la course. J'avoue qu'il était trop tôt et qu'après, j'ai pas eu la force de regarder toutes les déclats. Je me suis endormi entre deux, en fait. Avoue-le. Non, même pas. Moi, j'ai vu les courses, mais je me suis fait les replays surtout de Moto 2 et Moto 3 ensuite parce que quand t'as les yeux à moitié ouverts, tu comprends pas tout ce qui se passe, quoi. Alors Moto 3, même quand t'as les yeux ouverts, tu comprends pas non plus. Mais sur ce que tu disais, regarde, on fait le parallèle entre Moto 2 et Moto GP, mais un mec comme Marquez qui a été 8 fois champion du monde, lui, il va pas faire l'entre parenthèses blaireau comme eux, parce que qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va sucer la roue, il va attendre gentiment, et puis au dernier virage, dernier tour, tac, il porte son attaque et il passe. Ouais, comme il avait fait avec Fabio. Comme il a fait avec beaucoup de monde il y a 2 ans. Mais là, il jouait pas le diable, il jouait la tranquillité, la prudence et puis d'expérience. Ouais. Mais là, pour le coup, t'avais Acosta. C'est vrai. Mais Acosta avait vraiment le couteau entre les dents. Il voulait pas le laisser passer. Il lui fermait les portes. C'était vraiment. Après, c'était beau à voir. Franchement, c'est ce que je disais dans le recap, mais c'est que le spectacle, il n'était pas sur Lopez, même si Lopez a fait un long lap
Moi, j'étais en mode, ok, d'où sort ce mec? Mais enfin, c'est vraiment la bagarre Fernandez-Acosta, elle était vraiment chouette à voir. Et ok, bah, il joue le championnat, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc, Ouais. Après, petit fait à noter sur la course aussi, on en a déjà parlé, il me semble, Olivier, tous les deux sur le dernier débrief, mais c'est la deuxième partie de saison de Vietti qui est complètement... pour moi, c'est une deuxième partie de saison à oublier. Il confirme la médiocrité de cette deuxième partie de saison. Ah bah, il est à son 4e ou 5e résultat blanc sur la deuxième partie de saison, et il a pas fait, quand il reste sur ses roues, il fait pas mieux que top 10. Donc je pense qu'il y a eu un gros coup... Un gros coup au mental au-delà de la moto, parce que en début de week-end tout se passe bien et il arrive à la gérer sa moto. Après en qualif c'est plus trop ça, mais c'est assez surprenant. Donc je pense que c'était à noter que cette deuxième partie de saison à oublier et à voir l'année prochaine. Après on verra ce qu'il va faire avec des pilotes en face de lui. Il va se retrouver avec un Lopez, un Acosta et un Guevara qui vont en vouloir. Est-ce qu'il va réussir à avoir le titre qu'il aurait pu avoir cette année? Et dernier gros point sur cette course qui est pour moi à noter, c'est la gestion de la chute de Navarro et Corsi, puisque c'est cette scène, comme je disais, complètement surréaliste déjà de Navarro et Corsi qui tombent de manière assez violente quand même. Et surtout, on n'a pas eu trop d'explications là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu de drapeau jaune sur cette chute, voire de drapeau rouge, vu qu'on s'est retrouvé avec Navarro qui était vraiment en bord de piste avec les motos qui passaient à 100-150 mètres d'eux. Et ces images, mais pour moi, qui sont folles, des Marshall qui font des grands signes de bras en face d'eux, on sait pas à qui, on sait pas pourquoi, qu'à se demander s'il y avait pas des soucis de communication. Mais moi, je trouve que c'est complètement fou et c'est grave, en fait, aussi, au-delà de ça, c'est que il aurait pu se passer des choses encore plus graves et qu'il y a pas de drapeau, on n'arrête pas la course. Enfin, ouais, je sais pas si les Australiens, du coup, ils étaient un peu rouillés après deux ans sans GP, mais ouais, c'est direction de course, hein, comme d'habitude. Hein, vous avez qu'à écouter les autres précédents épisodes pour savoir ce qu'on en pense. Et là, ça va pas arranger notre état d'esprit sur le sujet. Ouais, on va peut-être pas se lancer dans un monologue des pourquoi la direction de course a fait n'importe quoi cette année dans le débrief de mi-saison, parce que sinon on vous fait un épisode que là-dessus, quoi. Attendons Cyril pour parler de ça. Cyril et Pierre, ils vont être chauds là-dessus. Bon, bah passons à quelque chose d'un peu plus joyeux avec pour moi la peut-être course de l'année en MotoGP, et du coup je te donne la parole, Stéphane, pour nous parler de ça. Joyeux oui et non. Oui, je veux dire, joyeux pas pour tout le monde, hein. Allez, c'est parti. Donc MotoGP, oui, en effet, c'était une très belle course, mais avant la course, il y a eu les qualifs, et donc c'est Zarco et Rins qui vont passer par la Q1. En Q2, donc c'est Jorge Martin qui réalise la pole position devant Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo par 5e et Johan Zarco par 6e. À l'extinction des feux, c'est Martin qui réalise le meilleur départ, suivi par Marc Marquez, Francesco Bagnaia et Aleix Espargaro. Fabio Quartararo va pointer un temps à la 5e place. Suite à un départ catastrophique en raison d'un problème de launch control, Zarco se retrouve premier virage 19e. Au 4e tour, une première alerte pour Fabio Quartararo qui va se louper dans le virage 4. Donc il fait un tout droit, il tombe pas, mais il va se retrouver 19e. Donc le problème pour lui, c'est qu'on voyait en début de course qu'il était un peu en délicatesse avec sa moto parce que il a eu du mal à mettre en température son pneu hard arrière. Au 9e tour, c'est Alex Marquez qui se loupe, mais lui par contre il va chuter, et dans sa chute il va amener avec lui le régional de l'étape, Jack Miller. Ah, il se loupe au freinage, oui. Il se loupe au freinage et il veut éviter, alors je sais pas si c'est Marini ou Bezzecchi, mais en tout cas il va tirer tout droit et il va harponner Jack Miller. Jack Miller va rester quand même quelques secondes par terre, on aura un peu peur pour lui, mais finalement plus de peur que de mal. Ah, il est costaud l'Australien. Il est costaud l'Australien. Après ils ont été boire une bière tous les deux, en bon Australien. À ce moment-là de la course, Alex Rins, lui, qui est parti un peu dans les 10 premiers, va se retrouver à la 3e place. Zarco et Fabio commencent leur remontée infernale des abysses du classement. Alors bien aidé pour Fabio Quartararo par des consignes de course pour Karl Crutchlow pour le gain de la 18e place. Je referme la parenthèse pour Ophélie.
Mais hélas pour Fabio, au 11e tour, c'est la chute. Et c'en est fini pour lui. En tête de la course, va alors débuter une bagarre entre Martin, Rins, Marquez, Bagnaia et Bezzecchi. Et à ce petit jeu-là, c'est finalement Alex Rins qui va s'imposer devant Marc Marquez, qui l'Espagnol a fait le pari du pneu tendre arrière, c'était un des seuls. Finalement, ça lui a souri puisqu'il a fait une très belle course. Et le podium sera complété par Francesco Bagnaia. Il faut noter toutefois que les consignes de course sont bien passées dans le clan Ducati, puisque Bezzecchi aurait pu doubler Bagnaia pour la 3e place, mais il n'a pas tenté sa chance et finira au pied du podium, alors qu'on sentait son rythme largement supérieur au pilote d'usine. Tu remets le couteau dans la plaie. De quoi ? Tu remets le couteau dans la plaie. Oui, mais je te laisserai le meilleur pour la fin. Alors. Johan Zarco finit à la 8e place. Du coup, dans les stats, on peut dire que c'est le 100e podium pour Marc Marquez en catégorie Rennes. 7e vainqueur différent cette année, et donc je te laisse parler de Bezzecchi sur cette course. Ah, mais moi je vous parle de Bezzecchi autant que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Bezzecchi à la fin de la course ? Bezzecchi est rookie de l'année. Voilà, champion. Ouais. N'en déplaise à ceux qui sont pas contents en disant qu'il est rookie de l'année face à des tracteurs. Je ne vise pas du tout la boîte à clapper. Je fais pas du tout ça. Mais oui, il est rookie de l'année avec 9. C'est pas Binder le rookie de l'année, putain. Et non, incroyable. C'est bizarre. Vraiment déceptif. Binder, lequel ? Le frère ou l'autre ? Darin. Celui qui repasse en moto de l'année prochaine. C'est ça. Mais non, Bezzecchi, c'est à noter quand même qu'il a fait 9 top 10 depuis le début de la saison avec uniquement, alors je mets des gros guillemets sur uniquement 3 résultats blancs, ce que je trouve pas déconnant sur une saison de rookie. Il a quand même décroché une première pole position et il s'est quand même battu sur plusieurs courses où il a fini, il a réussi à terminer deuxième d'une course où il avait été impeccable puisque il avait passé, il a terminé deuxième à Assen, quoi, derrière Bagnaia, et là il termine au pied du podium, il termine 4e, donc pour moi c'est un pilote qui fait une saison de rookie parfaite. Enfin, il apprend, il fait des erreurs là où il doit les faire et il respecte les consignes de course, il fait tout comme un grand. Après ça, en l'occurrence, je suis d'accord avec toi. Tu retournes le couteau dans la plaie. Mais là, j'ai perdu espoir. Je t'avoue que depuis le Zarco Gate, j'ai perdu espoir de le voir passer Pecco, puisque de toute façon, il l'a annoncé. Il a dit qu'il le passerait pas et que s'il pouvait aider son pote, il le ferait. Après, c'est la italienne, hein. Oui, et puis c'est la limite. En plus d'être la mafia Ducati, c'est la mafia italienne, donc les mecs. Mais pour moi, c'est la limite. Le combo. C'est la limite des académies aussi, hein. Mais Miller, par contre, pour le coup, lui, il a essayé d'attaquer beaucoup de fois Bagnaia. Lui, il a essayé de passer. Mais bon, lui s'en fout, il est chez KTM l'année prochaine. Oui, et puis on n'a pas fait. Vous parlez de Bezzecchi, on n'a pas fait le point de championnat encore. Et non, j'y suis dessus. Alors, du coup, la mauvaise opération du week-end, elle est à mettre sur notre Fabio Quartararo avec sa chute. Il laisse désormais Bagnaia leader avec 233 points. Et donc, le pilote Ducati a 14 points de plus que Fabio. Et il a 27 points de plus qu'Aleix Espargaro. Il reste 50 points à distribuer. La prochaine course en Malaisie avec de très grandes lignes droites. Donc, on se demande comment Fabio va pouvoir être titré. Est-ce que Bagnaia va perdre le championnat lui-même en chutant la prochaine fois? Ça sera... On le verra dans le prochain débrief. Là, on peut pas. Ouais, et puis Aleix peut encore gagner. Et Aleix peut encore gagner. Mais bon. Techniquement. Après, hésite pas à parier sur Aleix. Hein. Je pense que tu vas te faire de l'argent avec ce pari. Non. Alors, moi, je parlerai pas d'Aleix, mais en fait, je veux dire bravo à Rins et à Suzuki d'abord, avant de parler des autres. C'est clair. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, dans ce contexte pas facile, on voit quand même que Suzuki a toujours une moto compétitive. Suzuki continue à développer la moto, et on voit quand même que les pilotes, en l'occurrence Rins, il s'est quand même arraché pour remporter la course devant Bagnaia, il y avait Marquez, enfin tu vois, il y avait quand même du beau monde. Ouais. Et je trouve que moi je dis chapeau au combo Rins Suzuki, c'est vraiment
C'est une Sur- belle fin. Je pense Très belle ils ont gagné pour moi parce que j'ai regardé les qualifs en replay avec un pote qui passait à la maison. Bref, on parlait moto et il disait mais putain qui fait des piges et qui fait des essais moto et David pour ne pas le nommer et il me disait mais Suzuki depuis que de toute façon depuis que ils ont laissé leur départ ils font plus rien bah putain. On n'a pas été déçus cette semaine. Après, tu fais bien de préciser Rins et Suzuki parce que si on parle de Mir a fini 18ème. Donc, ouais. Allez, je pense on que verra là, pas. en l'occurrence, le tap vient vraiment de Rins. C'est que. Mir il est sorti de blessure. Et sur Ouais, la blessure, mais bon. donc bon, c'est. Il a Voilà. une excuse. Oui, bah Marquez aussi, il sort de blessure. Hein, donc, Ah, mais Marquez, c'est Marquez, quoi. Moi aussi, j'ai une entorse et je finis pas 18ème du classement. mais Marquez, il est mais sous non. en fait, lui. Ouais, bah, il y a peut-être moyen, mais non, ne leur prêtons pas Non, des non. accusations fausses. D'accord. Mais En par tout contre, cas, oui, je suis Zarco a dit d'accord que avec s'il avait toi. eu du tigre, c'est parce qu'il buvait de la Red Bull. Hein. Ça, il a fait une belle pub. Hein. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que c'était chouette de voir Suzuki à ce niveau-là pour leur potentiellement dernière victoire en MotoGP avant qu'ils décident de revenir dans 15 ans. Ouais, c'est ça. Et puis c'est chouette de voir Rins sur le podium, il le mérite. Moi, je pense que c'est un truc qui va potentiellement le mettre en confiance pour peut-être pas pour la fin de saison, mais pour l'année prochaine, il va pouvoir repartir sur une nouvelle saison avec un nouveau team en sachant qu'il est en mesure de gagner et qui Ouais, humainement et physiquement, il sait le faire. Après, tout dépendra de la moto qu'il aura entre les jambes. C'est ça l'année prochaine. Bon, c'est dans longtemps parce qu'il connaîtra pas la moto, le team. Enfin, il y a quand même beaucoup de si. Ben, en tout cas, cette année, ce qui est bien, c'est que il connaît la moto et puis il a fait une belle course et moi je dis bravo. Moi, je trouve que c'est un peu le pilote du week-end, quoi. Surtout que il y a eu de la bagarre devant, quoi. C'était pas Oui, une de la victoire volée facile entre guillemets où tu mènes la course, t'as plus qu'à gérer. Non, putain, Non. il s'est battu pour l'avoir celle-là. Ah, mais là, Elle est d'autant plus belle. En Non, fait, c'est c'était une clair qu'il y course avait de de la course. MotoGP 3. Ouais. Après, il y a des externes, il y a eu des externes. Ah ouais, non, aussi, c'était vraiment la bagarre des 4-5 premiers était vraiment très belle à suivre. Ouais, la meilleure course de l'année. Et La meilleure course de l'année. même problème qu'en Moto 3 à Moto 2. En fait, si tu commences à noter les dépassements qu'il y a eu sur peux cette pas, course, non. tu pouvais pas. Je serais curieuse de savoir Tu peux combien il y a eu de dépassements au total. Après, il faut quand même noter que Phillip Island, c'est quand même un circuit qui, pour moi, enfin, Oui. je sais pas ce que vous en pensez, mais qui, pour moi, est un des plus beaux circuits du calendrier et il a une configuration qui donne lieu à des dépassements et à des scènes en course qui sont incroyables. Enfin, le premier virage, là, juste après la ligne de départ, moi, je le trouve fou. Et je pense que tout ça a fait que la course était vraiment géniale à voir. Bah, tu vois que c'est un circuit qui prête à tout ça parce que entre le premier et le 10e, sans dire de bêtises, il y avait quoi, une seconde d'écart. Donc tu vois que c'est pas un circuit à de très grandes lignes droites où où la moto fait un peu plus la différence. Là, c'est quand même un peu plus le pilote qui gère puisque je trouve que ça nivelle un peu le niveau des bécanes, ce genre de circuit. Entre le premier et le 7e, il y avait 8 dixièmes. Ouais. Et Zarco est à 3 secondes. Donc tu vois, c'est pas. Alors ça c'est sur la fin, mais en tout cas pendant la course, entre le premier et le 10e, il y avait moins de 3 secondes d'écart ou pas tout à fait. Ouais. Oui, sur la fin. Oui, absolument. Absolument. Et je voulais dire une bonne course de Zarco du coup, parce que là je viens de parler de Zarco, mais pour dire qu'il était 8e, mais ce qui est un très bon résultat au vu de son début de course. Ouais, mais le pauvre, pareil, un petit chat noir. Hein. Et au final, il finit juste une place derrière Martin qui menait la course. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais le problème de Zarco, c'est qu'il se. Enfin, alors là, bon, apparemment, il a eu un souci avec son système de départ, mais 9 départs sur 10, ils sont loupés pour Zarco. Ouais, c'est pas toujours de la faute du shot de ice, hein. Ouais, c'est clair. Et alors, à la fin, il disait que il demandait à Ducati maintenant de faire une moto sur laquelle il aurait plus de feeling. Mais je suis désolé, bon, je suis pas pilote, mais le départ, il y a pas de feeling, quoi. C'est t'accélères, t'as trouvé ton point de patinage. Donc, il y a un moment qu'ils mettent pas tout sur le dos de la moto. Surtout que tous les sur autres le y départ, arrivent. en tout cas. Ouais. Surtout que tous les autres y arrivent. Et y compris des pilotes qui sont sur des marques qui n'avaient pas inventé le shot device. Enfin, les Aprilia, elles démarrent bien aussi. Hein. Dès qu'ils s'y mettent les deux, là, ça part très vite. Même des rookies y arrivent. Ouais. Mais après, c'est dommage de voir que là, pour le coup, il met le souci sur la technique. Alors, c'est peut-être le cas sur certaines courses, on ne dit pas le contraire, on n'est pas sur la moto pour le savoir à sa place, mais c'est récurrent quand même, et là, ça donne un peu une impression de réchauffer, il me faut une excuse pour justifier le fait que je me suis foiré sur mon départ, c'est dommage. Ouais.
il est quand même en capacité, quand il foire pas ses départs, sur certaines courses, il est capable de se battre devant. Foire pas tes départs et montre-nous ce que tu es capable de faire. Et c'est Thomas Beaujard qui disait ça, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que pour moi, il a besoin de réussir à gagner une course pour débloquer tout ça mentalement et réussir à y aller. Donc, c'est ce qu'on disait Olivier la dernière fois, c'est que soit il va réussir à le faire et une fois que ce sera fait, une bonne fois pour toutes, il sera capable de y aller régulièrement, soit il le fera jamais et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à espérer. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même un pilote qui a du potentiel. Ouais, moi j'ai de plus en plus de doutes sur sa capacité à gagner. Putain, je suis d'accord avec Olivier, pour le coup. Ouais. Pourtant, j'adore Zarco, mais je pense que c'est un pilote, encore une fois, qui a une grosse part de mental et qui ça joue énormément sur ses lignes. Et c'est d'autant plus injuste qu'il est vraiment mature, bon technicien. Enfin, il a énormément de qualité. Mais il manque juste le petit truc qui fait que c'est terrible. Non mais ça il doit être le premier que ça emmerde forcément. Déjà quand toutes les courses il part 1, 2, 3, 4, 5, il finit 14e au premier virage, tu peux pas gagner une course, c'est impossible. Non c'est clair. Et là il y a pas de technique de travail sur la moto, c'est comme je disais. Tu après il y a le patinage et tu vois, et la moto il y a quand même toute l'électronique qui alors là peut-être que là il a vraiment eu un problème. Mais t'as pas des problèmes d'électronique sur tous tes départs, c'est pas possible. Non, puis en plus de ça, faut quand même noter que d'accord, il a eu un problème, mais c'est pas le seul à rouler sur une Ducati et apparemment c'est pas le seul à avoir eu des problèmes au départ ce week-end, puisque Bagnaia aurait eu un problème pareil sur le device aussi. Et on a dans un autre style de problème, on a Bastianini qui a eu son airbag qui s'est déclenché au début de la course et qui a passé un tour et demi avec son airbag complètement gonflé. Ça ne l'a pas empêché de finir 5e. Et Pecco, ça ne l'a pas empêché de finir 3e. Donc, certes, des problèmes techniques, on peut l'entendre et le comprendre. On a le droit de passer outre aussi. C'est ça. Enfin, si t'es déstabilisé à chaque fois que t'as des problèmes techniques, enfin, ça fait partie de la course pour moi. Ça fait partie du jeu. Et ils doivent être en mesure de faire avec. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à un moment, c'était quand même celui qui tournait le plus vite. Donc, c'est qu'il n'est pas non plus tout le temps en galère sur sa moto. Il était 19e, il arrive 8e, et à un moment, c'était lui le record, enfin, le plus rapide sur la piste, donc c'est qu'il était allé sur sa moto. Ouais, c'est clair. Donc, après, n'oubliez pas que ça se bagarrait devant, donc forcément, ils n'étaient pas à claquer la meilleure pendule non plus. C'est vrai. Non, et puis le rythme n'était pas. Il semblerait, c'est ça, les pilotes disaient que le rythme n'était pas dingo, et ça me permet de rebondir sur Marquez, qui a fait à noter, comme tu disais, Stéphane, mais c'est son 100e podium en MotoGP. Et c'est le petite info, c'est le 4e pilote à faire ça, à avoir ce record de podium après Rossi, Pedrosa et Lorenzo. Et surtout, il égale le Rossi pas du tout. Il égale le record de Nieto avec 139 podiums en toutes catégories confondues. Donc c'est un bon week-end pour Marquez après son retour en demi-teinte sur les dernières courses. Demi-teinte. Il a quand même chuté sur son premier retour, donc pour moi ça aurait pu être mieux pour lui, mais en effet, c'est un sacré retour, quoi. Il a pas roulé depuis 2 ans, même s'il chute une fois, il fait quand même des bons résultats après. Oui, non, c'est clair. Et puis il a fait un choix qui pour moi est un trait de Marquez qui est important, c'est sa capacité à faire des choix techniques qui sont ultra précis, en partant, en étant le seul de la grille à partir en soft à l'arrière. Sur le circuit qui demande le plus de grip et qui est le plus abrasif de la saison. Et il a vraiment fait ça de manière très intelligente, en doublant pas forcément tout le temps, alors même s'il a bien dépassé et qu'il nous a donné des dépassements qui étaient incroyables, en restant derrière, en calculant de quelle manière il allait pouvoir passer et en restant dans une conduite à un pilotage qui lui permet d'économiser son pneu tout en gagnant un podium. Enfin, voilà. Il faut s'en inspirer, les gars de Moto 2. Et il a eu encore des problèmes d'électronique. J'ai pas vu l'info. J'ai pas eu l'info non plus. Il perd l'avant sur une réaxel en sortie de je sais plus quel virage pendant les essais. Il tourne la FP2 ou la FP3, je crois. Bon, il rattrape au genou. Parce que oui, il sait le faire, lui. Mais ouais, encore 2-3 petits soucis. Enfin, de l'extérieur, on a l'impression d'un problème électronique. Et encore un petit souci de cet ordre-là sur la Honda, quoi. Dieu merci, il n'y en a pas eu en course. Ouais.
Et puis là, on assiste avec le rattrapage qu'il nous a fait, on assiste à un vrai retour de Marquez pour moi. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir il y a un an quand il a fait ses tentatives de retour. Là, tu vois que son bras, même si c'est un circuit qui tourne beaucoup à gauche, donc qui épuise moins forcément son bras qui est abîmé et qui demande moins de rythme, et il le dit lui-même, ça l'a aidé. Enfin, les rattrapages qu'il a fait c'est du grand Marquez pour moi, encore une fois. Donc. Et est-ce qu'on parle un petit peu de Fabio ? Ouais, juste à rajouter quand même sur Honda avant de passer à Fabio, vu qu'on en termine avec Marquez, c'est que avec la victoire de Suzuki, c'est le 5e constructeur différent qui gagne cette saison, et les seuls à ne pas avoir gagné, c'est Honda. Donc, est-ce que avec moi je vous pose des questions parce que j'aime bien avoir votre avis, est-ce que vous pensez que sur les 2 dernières courses, Marquez il est capable d'aller chercher une victoire avant la fin de la saison ? Oui, il est capable. Voilà, fin du podcast. Merci à tous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix. Et d'autant plus s'il pleut. Parce qu'en Malaisie, il peut pleuvoir. Ouais, il y a des chances qu'il flotte. Ouais. Ah oui, non, mais il n'y a pas de doute. Là, il a encore montré qu'il était devant. Alors, il n'est pas aussi dominateur qu'avant, mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il est un peu humain quand même. Mais est-ce qu'il calcule pas un peu plus ses risques ? Oui, peut-être, ouais. C'est encore une machine. Quoi. Il est trop fort, ce mec. Après, moi, je suis partisan de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et même s'il est incroyable, j'attends de le voir sur une saison complète pour me dire qu'il est revenu à son meilleur niveau. Même si c'est ce qu'on aperçoit, évidemment, mais j'ai besoin de le voir sur du long terme pour me dire ok, il est là, et le voir gagner sur des circuits qui tournent plus à droite qu'à gauche. Ouais, mais là, quand même, le mec, il était bon. Ah bah oui, clairement. Mais en parlant de pilotes qui ont été bons, on va parler de ceux qui n'ont pas été bons ce week-end. On peut parler de Fabio. Stéphane, tu veux nous en parler ? Bah oui, du coup, Fabio, en interview post-course, il disait que finalement, sa fin de saison, elle se jouait beaucoup au mental, et qu'il fallait qu'il retrouve du plaisir et qu'il arrête de se prendre la tête. Alors bon, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est lui du coup est-ce qu'il a le symptôme de Bagnaia finalement maintenant, d'être un peu plus faible, et est-ce que c'est le Fabio d'il y a 2 ans, un peu plus entre parenthèses faible dans sa tête? Je suis déçu que Pierre ne soit pas là pour débattre du mental de Fabio et de Pecco. Mais, en tout cas, pour moi, il s'est pris un coup derrière la tête. Pour moi, il s'est pris un coup derrière la tête depuis Aragon. Aragon, il y a un truc qui fait que. Ah, moi, j'aurais dit Assen. Moi, j'aurais dit depuis le début de la saison, mais bon. Oh non, mais c'était. Non, mais franchement, t'y vas fort. Hein. Oui, les blagues à part, quand t'attaques la saison et tu sais que ta moto, c'est une bouse. Alors, au début, faut pas éluder le fait qu'il a eu il était en tête. Pourquoi ? Parce que Bagnaia, il est tombé 3-4 fois d'affilée. Non, mais Bagnaia aurait fait les résultats. Quartararo, ça fait bien longtemps qu'il serait pas premier au championnat du monde. Ouais, non, mais c'est pas faux. Non, mais vraiment. Et je pense que, au fond de lui, quand il a vu que Bagnaia revenait, il grappillait des points, il était plus qu'à 2 points, tu dis, maintenant, avec ma machine, je peux plus le battre. Et quand tu vois les stats, il y a un doc intéressant sur le site de MotoGP, les stats complètes. Les 10 premiers Grands Prix, on va dire qu'il y a à peu près 100 points d'écart à l'avantage de Fabio. Et sur les 8 derniers Grands Prix, t'as l'inverse à l'avantage de Bagnaia, grosso modo, quoi. Oui, non, c'est pas ça que je pensais. Je pensais à un autre truc de stats avec le nombre de points, les victoires, 2e place, 3e place, le nombre de tours le plus rapide, les pole positions, le nombre de tours à la première place. Et alors là, tenez-vous bien, Bagnaia a 178 tours en première place et Fabio 76. Ouais. Francesco, il a 102 tours de plus que Fabio en tête, quoi. C'est complètement c'est impressionnant. Mais Bagnaia, il a entre guillemets que 12 points d'avance. Il serait champion. C'est ouf, hein. Ouais. Ah, mais c'est clair. Hein. Mais après, ça va faire plaisir à Pierre que je dise ça, mais il mérite clairement d'être champion du monde. Non, mais c'est vrai, blague à part. Ouais, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc qui m'exaspère depuis dimanche et depuis plusieurs courses, d'ailleurs, depuis ce que moi j'appelle, et qui vous fait bien rire, les Arcogate. C'est ceux qui prétendent à la non-légitimité du titre de Pecco. Je trouve ça insupportable qu'on puisse dire
Pecco mériterait pas son titre s'il le gagne, évidemment qu'il le mériterait. Bah, Enfin, même s'il est tombé, même si il y a potentiellement des consignes de course qui, à voir Bezzecchi, on n'a pas vu ce week-end parce que Miller n'en avait rien à foutre et c'est agréable à voir. Le mec, il a gagné 6 victoires sur les 21 de la saison. Alors, certes, il est tombé, mais 6 victoires plus tu rajoutes à ça 3 podiums en plus, il a fini 9 fois sur le podium depuis le début de la saison, 9 fois sur 21 courses, et encore la saison n'est pas finie. À quel moment tu peux dire qu'il n'est pas légitime de gagner? Et puis en plus de ça, Ducati, ils sont incroyables cette année. Enfin, ils ont potentiellement le championnat remporté en pilote, ils ont remporté le championnat en tant que constructeur, ils ont le rookie de l'année. Et ils ont quasiment, il me semble que presque à toutes les courses, il y a un pilote Ducati sur le podium. Après, évidemment, il y a une majorité de Ducati sur la grille, donc c'est évident. Mais ça suffit pas, mais c'est ce que Cyril disait. Si t'as 8 motos qui sont des enclumes, c'est ça les fera pas devant. Tu regardes Yamaha, ils en ont 4, les 4 c'est des tracteurs. Donc, non, c'est clair. Ah, mais dans ces cas-là, tu peux dire que Fabio était titré. Fabio était titré l'année dernière au rabais parce qu'il y avait personne en face de lui, alors c'est pareil. Oui, mais dans ce cas-là, Rins était Mir était un pilote au rabais parce qu'il y avait pas Marquez. Enfin, je pense que cette théorie on peut en débattre longtemps. Mais pour moi, en fait, c'est l'effet de course qui font que, c'est les résultats qui font que, et une fois que le mec est champion, il y a évidemment une part de chance, et puis il y a évidemment une part de chance pour réussir à gagner à la fin, c'est évident, mais pas que. Mais en tout cas, voilà, c'était mon petit coup de gueule du podcast. De toute façon, on a quelque chose à dire, mais les experts canapés qui sont jamais montés sur une moto et qui disent non, il a pas mérité son titre, mais putain, mais au-delà de ça, juste cette stat 102 tours en première place de plus que Fabio. Non, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, 102 tours, ça fait quoi? Ça fait presque 5 courses. Non, mais c'est ça, enfin. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est quand même compliqué la vie. Et alors, là où je peux rejoindre certaines personnes, c'est sur son titre. C'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus flamboyant à certaines périodes où il est tombé, quoi. Mais de la même manière c'est ça que je veux dire. Et à un moment, il manque un peu de manière sur le début de saison pour son titre. Ouais. J'aurais préféré que Quartararo se viande et puis il gagne le titre. Ouais. Mais bon, quand t'as vu... c'est pas perdu encore, hein, on parle le présent. Non, mais bon... Après, mathématiquement, c'est faisable. C'est juste que t'auras beau retourner la chose dans tous les sens avec les circuits, les circuits qui sont pas forcément des circuits où il y a beaucoup d'entrées de courbe par rapport à pour moi, Phillip Island, c'était un peu la dernière chance pour Yamaha de s'imposer. Là, on arrive sur des circuits où Ducati s'impose à chaque fois. L'année dernière, à Valence, c'est Pecco qui a fini premier. Alors, Fabio était 5e, d'accord. Mais bon, c'était un circuit où Rossi, avec ce qu'il a fait sur sa dernière saison, a réussi à finir 10e. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un moment, c'est pas des circuits, si c'est des circuits où les Yamaha sont capables de s'imposer, c'est-à-dire que les Ducati, vu ce qu'ils font depuis le début de la saison, sont capables de s'imposer aussi. Et que, là, pour moi, même si j'aurais aimé, et j'aimerais beaucoup, on va pas se mentir, que Fabio gagne, pour moi, l'affaire est réglée et c'est Pecco qui va gagner. Enfin, ça serait génial pour Ducati. Ils ont pas eu de titre depuis Stoner, donc ça serait important aussi, mais le seul qui pourra battre Pecco, c'est lui-même, hein. C'est-à-dire que s'il se gaufre parce qu'il supporte pas la pression ou quelqu'un va l'attaquer, c'est la seule chose qui peut aider Quartararo. Et puis avec Desi, c'est pas la pluie qui peut aider Quartararo parce que lui est nul sous la pluie, malheureusement, on l'a bien vu. Enfin, il s'améliore quand même, hein. C'est dur. Ouais, mais bon, quand il pleut, tu vois qu'il y a plutôt un Zarco, un Marquez qui sera devant. Ouais, après, on n'a pas eu de flag to flag depuis le début de la saison. Moi, j'adore ces courses et ça me ferait plaisir d'en voir une à Sepang. En plus, on retourne encore sur un endroit où, avec les météos approximatives. Tout ça pour que Binder gagne en slick. Ou Oliveira, du coup. C'est ça. Mais on verra bien, de toute façon, avec Desi on coupe des arbres et on sait jamais. Peut-être que Pecco et Fabio vont tomber et qu'on aurait, je l'ai cherché loin, celle-ci. Mais on sait pas, peut-être que les deux vont se blesser à la prochaine course et c'est Espargaro qui va être champion du monde, on n'aura rien compris. C'est peut-être. Et le mec qui aura mis 100 balles sur Espargaro en début de saison, il sera heureux, il aura ses vacances de payer. Hein. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on avait d'autres trucs à aborder? Est-ce que vous voulez reparler de la chute de Miller ou pas? Bon, non, il s'est fait harponner, quoi, puis voilà.
Ouais, j'ai eu un Cette peu course, peur, enfin- parce que c'est sale. Hein. Enfin, Ouais. Ouais. Bon, après, Alex, chute après, C'est pas contre Alex hein, que j'ai ça, mais c'est sale. Enfin, Bah là, Ouais, pour mais le il s'y coup, attend pas, enfin, c'est un fait de course, d'accord, mais Marquez, il s'est passé quoi dans son cerveau? Enfin, bah, il a freiné un peu trop tard et tu vois qu'il va percuter une Ducati. Non, Du coup, il ressaute sur l'avant et puis la moto attire. et ce virage, c'est une vraie saloperie, hein, parce Ouais. qu'ils sont en descente. Les Miller Corner. Ouais, le fameux Miller Corner, ils sont en descente. Si tu freines trop fort, tu fais un stoppie. Tu risques de bloquer aussi. Non, mais et le point de freinage de ce virage-là, il est pas. Je dis ça parce que je le joue sur le jeu. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais même sur le jeu, il est complètement baboule ce freinage. Donc faut pas. Dès que t'es un peu pas dans le rythme, tu tires tout droit, quoi, clairement. Et c'est arrivé à ce pauvre Alex Marquez, quoi. Qui faisait une course pas dégueu en plus. Ouais, c'est vrai. ouais, bah pour le coup, après une course pas dégueu, on les voit pas, hein, les pilotes en ce moment, donc. Les pilotes que tu vois pas, tu peux plus trop te dire. Moi, c'est la réflexion que je me suis fait avec Fabio, c'est que quand on a su qu'il était tombé, je me suis dit, bon, on l'a pas vu de toute façon, donc on sait pas ce qui s'est passé. Bah, il s'est déjà foiré au début. Ouais, aussi. Non, mais en fait, son départ, c'est fou parce que, pour en revenir à Fabio encore une fois, mais son départ était pas moche, quoi. Enfin, tu le vois, il part pas si mal, et là, tu le vois rétrograder. Tu comprends pas ce qui se passe. Après, il a parlé encore une fois, il a encore parlé des problèmes de pression de pneus sur sa moto. Est-ce que Ça va faire plaisir à Cyril. Ouais, bah après, moi j'espère qu'avec l'alignement entre guillemets de la pression de pneus obligatoire l'année prochaine, ça changera un peu ces soucis-là. De la même manière que j'ai espoir que les tests hivernaux fassent que les motos qui sont des enclumes cette année le soient pas l'année prochaine. Donc après, avec l'espoir, on fait plein de choses. Hein, donc on verra bien. Ouais, et puis après toutes ces infos sur la MotoGP, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a tous hâte d'être à Sepang avec un réveil un peu moins matinal, parce que l'Australie c'est bien gentil, le circuit est incroyable, mais la prochaine fois faites-nous des courses de nuit. Je vous rassure, en France on appréciera beaucoup plus. Ouais, donc c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu le 23 octobre à Sepang en Malaisie. Stéphane et Olivier, merci beaucoup. Merci à tous. Et pour ceux qui nous suivent et qui ne nous suivent pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter et Facebook. Le Discord qui est assez actif, sur lequel vous pouvez avoir des grands débats sur la pression de pneus avec Cyril et sur les consignes de course avec Pierre. Il y a des débats de vieux aussi. Et il y a aussi un super... De très vieux, même. Donc n'hésitez pas. On a un incroyable salon sur de la course de 2015 entre Rossi et Marquez, donc faites-vous plaisir. Et voilà. De course avec Ophélie. Et Bezeki. Et voilà, donc on vous dit à très bientôt. Et puis merci beaucoup les garçons. Ciao. Pour ce débrief. Salut tout le monde. Salut tout le monde.